que le rapport État-individu s'est complètement renversé. L'État ne demande plus à l'individu de se sacrifier pour la nation. Il vient à lui pour lui dire, écoutez, on ne demande plus d'être des héros, on reconnaît en vous des victimes, et on va faire en sorte que vous cessiez de l'être. C'est un signe de très mauvaise santé. On est dans les sociétés où la conscience historique, la conscience collective de soi a énormément faibli, et donc on est des sociétés fragiles. Et on est passé du monde du héros, l'apologie du héros, comme il y avait celle du martyr, par la foi, à celle de la victime. L'Europe est quand même submergée par le problème migratoire, il faut quand même bien le reconnaître, et indépendamment de tout racisme, toute xénophobie, c'est pas la question. C'est simplement la question, c'est un principe de réalité. On ne peut pas laisser les gens dans la détresse, ça c'est d'accord, mais en même temps, on ne peut pas non plus leur faire croire des choses, faire des propositions qui ne sont pas forcément réalisables. Bonjour Bernard Bourdin. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Epoch Times et NTD L'Actu. Donc je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes docteur en histoire des religions, vous enseignez la philosophie politique et l'histoire des idées à l'Institut catholique de Paris. Et nous allons discuter ensemble de certains sujets dont on débat beaucoup en ce moment. Tout d'abord, une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux en janvier, donc le pape Léon XIV aurait refusé une rencontre avec Emmanuel Macron pour divergence de vues sur plusieurs sujets, dont les vitraux de Notre-Dame, la proposition de loi encadrant la fin de vie. Il était question d'un climat détestable et d'une rencontre malsaine, et ce sont des propos qui ont été en partie attribués à un ancien secrétaire du Vatican, une rumeur qui a été démentie par la suite par le bureau du Vatican, et du côté de l'Élysée, on expliquait que c'était simplement un problème d'agenda pour expliquer le fait que les deux hommes ne se sont pas encore rencontrés. Cependant, on sait qu'il y a tout de même un motif de désaccord sur ce sujet entre les deux parties. Et sur le fond, qu'est-ce qu'il faut penser donc de ces divergences entre le Vatican et la présidence française? Ça n'est pas lié qu'à la présidence Macron, au fond, c'est un problème qu'on peut faire remonter beaucoup plus loin dans le temps, et donc avec les papes précédents. Sur les questions de vie, de famille, mariage, vous vous souvenez du mariage dit pour tous, maintenant c'est la PMA, il y a eu la PMA récemment, et puis maintenant la fin de vie. Sur tous ces sujets, généralement, les États démocratiques libéraux, c'est pas seulement l'État laïque français, en fait. Il ne faut pas mettre ça sur le compte de la laïcité uniquement. C'est les États démocratiques libéraux évoluent dans une certaine direction, et que l'on connaît, que l'on a compris, qui ne va pas dans le sens des idées du Saint-Siège, c'est clair, et du Vatican comme État. Donc c'est classique, et je pense que, je dis pas qu'il faut le banaliser, s'en réjouir évidemment, mais c'est classique. Pour ce qui est du pape Léon XIV, sa relation avec le président Macron, oui, je crois qu'il faut se sentir au stade d'une rumeur. De toute façon, même quand, dans les rapports, le pape précédent, ils avaient des rapports a priori très positifs et même presque un peu familiers, du moins en apparence. Vous vous souvenez de la main sur l'épaule, ou des gestes un peu comme ça, pas très déférents d'ailleurs. Et je crois qu'ils se tutoyaient, il me semble, enfin, c'est ce qu'on a dit. Il n'empêche qu'il y avait des désaccords sur des questions de société, aussi bien sur la famille, bien sûr, mais même par exemple par rapport au phénomène migratoire aussi. Là, le pape François pensait que, comme tous les États européens d'ailleurs, n'en faisaient pas assez. Donc sur tous ces sujets, il y aura toujours, à mon avis, un contentieux. Donc je ne pense pas que ce soit lié à la personnalité du nouveau pape et à celle du président Macron. Je pense que c'est un problème qui est non seulement pas aussi conjoncturel, mais beaucoup plus profond en réalité. Et qui va continuer à se creuser, parce qu'a priori, on ne voit pas la manière dont nos États démocratiques traitent de ces questions particulières sur la famille et la vie, et le rapport à la mort, ne vont pas dans le bon sens du point de vue de bons rapports avec le Saint-Siège. Ça me paraît assez clair.
Il y a peut-être vraiment l'attente d'une autorité morale sur une question politique, qui n'a pas forcément été bien traitée de la part de nos dirigeants, dans le sens où, hem, la question de l'immigration n'a peut-être pas vraiment été posée aux Français, en tout cas par nos derniers dirigeants, et ils sont témoins de ce qui se passe, et on recherche, on voit que les politiques sont très proactifs par rapport à ça en France et à Bruxelles, et donc on cherche peut-être une autorité morale ou un raisonnement qui donne une légitimité sur une prise de position, sur cette question. C'est possible, non, c'est possible. C'est possible que, bien sûr, qu'à ce moment-là, ça veut dire que l'Église, si on prend le cas de l'Église catholique, elle est, à son corps défendant, instrumentalisée par des pouvoirs séculiers, politiques en particulier, qui sont en attente d'une légitimation morale de leur action. Parce que de fait, eux-mêmes n'en ont pas véritablement, si ce n'est les droits de l'homme, par exemple, des références de ce type qui sont importantes, mais qui quelquefois ne suffisent pas. On s'est dit, tiens, si on remet un vernis religieux en plus, ça va permettre de cautionner encore un peu plus la politique migratoire. Mais on voit que ça a comme ses limites, parce qu'on voit bien que les politiques européennes, je dis les politiques européennes, donc des États européens, se font de plus en plus restrictives, quand même prudentes. Prenez l'exemple du Danemark, qui est un pays gouverné par les sociodémocrates, donc par la gauche. Eh ben, ils mènent une politique que ne démentirait pas le Rassemblement national en France. Incroyable. C'est jamais la gauche en France ne ferait d'ailleurs ce que fait le Parti social-démocrate danois. Ils font une politique très restrictive, parce qu'ils voient bien qu'il y a une montée en puissance de l'extrême droite. Alors ils ont entendu le message, et ils ont une politique par rapport à l'immigration qui s'est beaucoup resserrée. Donc on peut penser que en tout cas l'avenir des États européens n'est certainement pas du côté d'une politique trop généreuse et trop irresponsable, dont ils voient d'ailleurs les grandes limites. Donc on voit bien qu'il s'opère des déplacements et idéologiques, puisqu'on voit bien quand même un parti de gauche comme au Danemark est capable de prendre des décisions, des orientations qui n'étaient pas celles d'il y a 10, 15, 20 ans. Et à mon avis, ça ira plutôt dans ce sens-là, parce que l'Europe est quand même submergée par le problème migratoire, il faut comme bien le reconnaître, et indépendamment de tout racisme, toute xénophobie, c'est pas la question. C'est simplement la question, c'est un principe de réalité. On ne peut pas laisser les gens dans la détresse, ça c'est d'accord, mais en même temps, on ne peut pas non plus leur faire croire des choses, faire des propositions qui ne sont pas forcément réalisables et qui deviennent de plus en plus difficilement tenables pour les populations d'origine autochtones. Donc c'est le manque d'équilibre que vous évoquiez. À mon avis, oui, c'est ça. Oui, c'est une question d'équilibre. Il y a un moment donné où quand la barque est pleine, c'est tout. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ça peut provoquer du racisme, de la xénophobie, mais en tant que tel, c'est pas ça. C'est simplement un principe de réalité, c'est tout. Pour aller sur un autre sujet, donc le projet de loi sur la fin de vie qui fait beaucoup réagir en ce moment, le texte toujours en cours d'examen à l'Assemblée au moment où nous parlons. Donc je cite Camille Gaillard-Minier, une députée Ensemble, qui a dit hier que c'était un texte qui consacrait un modèle français de l'aide à mourir, fondé sur la rigueur juridique, l'exigence médicale, la protection des plus vulnérables, le respect scrupuleux de la volonté des patients. Est-ce qu'on peut considérer donc un texte qui consacre donc un modèle français de l'aide à mourir, est-ce que ce n'est pas finalement un tournant idéologique dans la façon dont les citoyens, enfin vous et moi, nous allons considérer notre propre rapport à l'existence et à la mort? Ah oui, bien sûr, ça c'est à mon avis le problème numéro un. Cette phrase a des dehors éthiques extrêmement nobles, mais en réalité pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. C'est-à-dire que ça, pour le coup, c'est une forme d'idéologie qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire, au fond, une idéologie de l'autonomie. De l'autonomie, tout est renvoyé, au fond, à la subjectivité de chacun, comme si que le malade était lui-même, d'ailleurs, complètement libre de son jugement. Alors, surtout quand on souffre beaucoup, ça, on comprend que qui a envie de souffrir durablement, on a envie de faire disparaître la souffrance. C'est parfaitement compréhensible. Mais je lisais, avant de venir vous voir d'ailleurs, un peu les quelques passages des débats qui ont eu lieu. Par exemple, le texte n'a pas encore été voté, heureusement, mais sur la menace qui pèse sur l'entourage,
à qui serait reproché d'exercer une pression morale, psychologique, voire un harcèlement. Alors à quel moment place-t-on la solidarité avec son parent et puis ce qu'on appellerait du harcèlement, de la pression morale, et qui est passible de prison et de sanctions financières assez lourdes, hein, si on l'applique. Qu'en est-il aussi d'une véritable clause de conscience des médecins et du personnel soignant? Là, pareil, on voit bien qu'il y a un discours, en fait, ce discours sur la mort, enfin, sur la souffrance d'abord, c'est pas la mort, c'est la souffrance, et dont la seule libération serait finalement, l'issue, c'est la mort, quoi. Voilà, donc, puisque la vie n'en vaut plus la peine, c'est la mort. C'est un discours qui vient consacrer, au fond, la primauté de la conscience individuelle de celui qui est concerné, mais qui consacre aussi le primat de la conscience individuelle de nous tous. On vit dans une société où c'est l'individu qui règle les problèmes, au fond. Donc à partir de ce moment-là, si l'individu souffre et qu'il va en finir avec sa vie, il n'y a aucune raison de l'en empêcher. Et celui qui le fait est forcément suspect. C'est-à-dire que c'est une espèce de retournement des références morales. Une déconstruction du noyau familial aussi, en Oui, opposant la famille du patient au patient. oui, 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 oui. Et donc un retournement des références morales, c'est qu'au fond, après tout, on a un droit à la mort. Ça devient un droit à la mort, hein. Et ce qui est d'ailleurs très discutable, alors du point de vue des références spirituelles, bien sûr, et là il y aurait de quoi dire, et on parlait tout à l'heure d'autorité morale et spirituelle, on comprend que toutes les religions, et pas uniquement l'Église, puissent dire des choses assez différentes et penser que, sans faire de romantisme autour de l'espérance, mais enfin quand même, est-ce que la mort est la seule issue? C'est la seule proposition que nous avons à faire à des personnes désespérées, c'est la mort. Ça veut dire qu'on entérine l'idée qu'au fond, sur cette terre, il n'y a rien à espérer d'autre que l'acte ultime de la mort quand on est dans une situation extrême. Et que dans les situations plus intermédiaires, après tout, sans aller jusqu'à la mort, tant qu'on peut combattre, on combat. Mais le sens même de l'espérance, de l'existence pour soi, mais aussi collective, n'a plus beaucoup de sens. C'est quand même très, très, très morbide comme vision des choses, hein. Ça exprime, ça évoque quand même un profond nihilisme. Et là, une espèce de, 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 de faillite morale des démocraties libérales d'aujourd'hui, qui n'ont pas toujours été comme ça. Donc ça, c'est effectivement, c'est gravissime. Et c'est vrai. Et en plus, c'est d'autant plus une faillite que c'est aussi vrai même dans la référence philosophico-politique et morale. Par exemple, par rapport à la question du soupçon de pression sur le malade par l'entourage proche. Je pense à l'article, il y a un article qui s'appelle l'article 10 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc qui est une déclaration tout à fait laïque, bien qu'elle soit quand même déclarée sous les auspices de l'être suprême. Faut quand même le rappeler, parce que ces déclarations font partie du bloc de constitutionnalité. Donc dans le bloc de constitutionnalité, personne ne se rend compte qu'en réalité, l'être suprême fait partie du bloc de constitutionnalité. Dans un État laïque, c'est assez paradoxal. Est-ce que l'être suprême avait été nommément chrétien? J'ai un doute là-dessus. On est au siècle des Lumières, bien sûr, s'il est pas, mais il vient de quelque part quand même. Bien sûr que c'est une forme de laïcisation, évidemment, par les loges maçonniques à l'époque, mais il y a une transcendance quand même, qui est quand même invoquée. Et ça vient de quelque part quand même, hein. D'ailleurs, dans les loges, il y avait la référence à l'évangile de Jean, je crois d'ailleurs. Là, non, il n'y a plus rien. Et alors, dans l'article 10, il est quand même dit que nous sommes tous, personne ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Alors, c'est un peu contradictoire, c'est-à-dire que exprimer une opinion en solidarité avec une personne qui souffre, et dire attention, est-ce que tu as bien réfléchi? Enfin, c'est vraiment un choix bien clair. Tu veux te donner la mort ou un médecin va te donner la mort? Et là, on serait où là? On serait au stade c'est permettre à une personne de réfléchir à ses décisions et au nom forcément de ses propres références et qui sont parfaitement légitimées dans cet article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là, soudainement,
ces personnes qui agissent comme ça sont soupçonnées ou seraient soupçonnées d'exercer une pression, et donc elles seraient inquiétées au nom de leurs propres opinions, en contradiction avec la déclaration des droits de l'homme, dont se réclament d'ailleurs ces mêmes gens, d'ailleurs, ils se réclament des droits de l'homme tout en ayant recomposant d'ailleurs les droits de l'homme à la lumière d'une vision complètement subjective. Et par exemple, même on peut remonter encore un peu plus loin, et ce sera un dernier argument. Par exemple, un philosophe comme Hobbes, dont on ne peut pas soupçonner d'avoir été ce que j'appelle un chrétien orthodoxe, loin de là. Naturaliste, oui. Oui, quand même, il y a une chose qu'il dit qui est importante, c'est que tout être humain recherche la félicité. Le problème, c'est quand il ne la recherche que pour soi, par son droit naturel, donc ça donne l'état de nature de guerre de chacun contre chacun. Par contre, il peut, par la loi naturelle, par sa raison, découvrir la loi naturelle, qui lui fait découvrir que nul ne peut mettre en cause sa vie ou créer des conditions de sa mise en cause. Et donc, par la loi naturelle, on peut avoir une autre manière de préserver sa vie, pas simplement chacun pour soi, mais ensemble. Donc, autrement dit, ça introduit une certaine forme de solidarité. En tout cas, l'autre cesse d'être mon rival pour être mon allié. Alors, c'est un raisonnement qui relève d'un calcul de la raison chez lui. Ça, il ne faut pas non plus l'idéaliser. Mais quand même, il y a cette idée, là aussi, c'est comme pour l'être suprême, malgré tout, il y a un fond. Il y a un fond éthique qui subsiste et qui enseigne que l'être humain recherche la félicité, donc le bonheur, il recherche la préservation de sa vie, et que pour vivre en société, et donc renoncer à la guerre de chacun contre chacun, faut cette préservation de la vie, elle ne peut se faire que collectivement. Donc et on ne peut pas on ne peut pas détruire sa vie. On ne peut pas. Alors là, on est au cœur de la question. Si la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, bon, très bien, je comprends. D'ailleurs, il y a tout ça, indépendamment des souffrances médicales graves, on sait très bien qu'il y a des gens qui se suicident dans le métro pour des raisons beaucoup plus directes, et très jeunes, hein, et alors qu'il n'y a aucun problème de santé, ça tient à d'autres raisons. C'est un drame. On ne peut pas condamner ces personnes, mais ça veut dire que c'est le drame aussi d'une grande solitude, d'une grande désespérance. Donc on ne peut pas banaliser. On ne peut pas banaliser la mort anticipée, et en faire un droit, l'ériger ni plus ni moins en droit, à contrario de notre tradition spirituelle, morale, théologique et philosophique, au fond. C'est ça qui est très contestable. Et là, de fait, je crois que c'est la question que vous me posiez au début, on est véritablement à un tournant. C'est comme un tournant anthropologique et philosophique extrêmement sérieux, mais dont on voit qu'il suscite quand même des réactions, y compris, je pense, chez des gens qui ne sont pas des religieux pratiquants. On le sent dans les professions de santé en particulier. On sent bien qu'on touche là à un point limite du caractère sacré de la vie, malgré tout. Donc, on peut espérer qu'il y aura, tôt ou tard, à mon avis, on voit bien que, en gros, d'ailleurs, la moyenne, c'est peut-être même, je crois, 52% des parlementaires seraient favorables. C'est un petit chiffre. Comment peut-on faire un choix uniquement sur une petite majorité, sur un sujet aussi grave? Et d'après ce que j'ai lu, d'ailleurs, aussi récemment, le pays profond est contre. Je crois que la majorité s'il fallait faire un référendum sur cette question, eh bien, je ne suis pas certain, loin de là, que le projet l'emporterait. Et à mon avis, il serait même probablement mis en échec. C'est une question intéressante parce qu'il y a un sondage récent de l'IFOP qui disait que 84% des Français étaient pour donc ce texte, pour l'adoption du texte. Mais un autre sondage qui avait été publié par Fondapop donc en décembre 2025 montrait qu'au contraire, 50% des sondés estiment qu'il faut d'abord assurer l'offre de soins palliatifs partout en France avant d'envisager donc une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Et on voit bien que de la façon dont on pose la question, on obtient une réponse différente, ce qui montre qu'on est quand même encore dans la confusion sur ce que demande le peuple par rapport à l'encadrement d'un supposé droit en fin de vie, d'autant plus qu'en France,
on a d'extrêmement bons soins palliatifs. On a un vrai savoir-faire dans la reconnaissance de la souffrance, l'accueil des patients. Oui, 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 non, mais ça dépend comment les questions sont posées. Et puis, tant qu'il n'y a pas de débat, les gens n'ont pas une idée très claire de la question. Si vous les prenez par le royaume des bons sentiments, dire cette personne souffre et veut mourir, évidemment, on a tous une compassion. C'est une forme de compassion, on pourrait dire. Évidemment, qui a du plaisir à voir l'autre souffrir? Personne. Mais si on se met à faire réfléchir les gens, l'opinion peut facilement se retourner. Donc tout dépend comment la question est posée et comment on pose le débat. C'est très clair. C'est très clair. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une grande confusion dans la. Et les questions ne sont jamais posées innocemment. Euh, Moi, je crois plutôt au fait que le pays profond n'est pas intéressé forcément par un projet de loi de ce type-là. Et d'ailleurs, vous faites référence à la loi Claes-Leonetti, qui a au fond encore peu d'occasion de s'appliquer. Elle est encore très récente. Donc pourquoi d'ailleurs même en changer, la mettre en question par un autre projet alors elle a à peine, je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans peut-être de pratique. C'est ce qui est très faible. Et pour finir aussi, est-ce qu'il n'y a pas une question du rapport de l'État à ses propres concitoyens? Moi, je me rappelle quand j'avais visité les Invalides, en fait, on voit l'édit de Louis XIV sur la création des Invalides, où on sent vraiment dans le texte une reconnaissance de l'État aux militaires français qui sont allés souffrir, enfin mourir au front dans les campagnes de Louis XIV, et dont certains sont revenus mutilés, qui étaient accueillis dans les Invalides pour encadrer leur fin de vie de façon la plus digne et la plus belle possible, avec cette magnifique cathédrale. Et aujourd'hui, alors je caricature un petit peu, mais l'État vous dit, si vous dites je souffre, on vous montre une chambre au bout du couloir en vous disant voilà, vous inquiétez pas, vous allez rien sentir. On est quand même dans deux visions différentes du rapport de l'État à l'individu. Bah, il y avait, si on prend la génération vous parlez des Invalides, la génération de ceux qui ont été engagés, mobilisés, c'était une génération du sacrifice patriotique. Et donc, il y avait une croyance collective dans la défense de son pays. Et ce qui est terrible d'ailleurs, c'est de faire je pense aux poilus, par exemple, de la guerre de 14, d'en faire des victimes. C'est la meilleure des injures à leur adresser. Ce sont des héros. On ne sait plus bien faire la distinction entre une victime et un héros. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des héros. Pas pareil. Et derrière, ça révèle un sens du collectif qui avait aussi ses limites. Hein, on ne peut pas se cacher que c'était une boucherie, la guerre de 14. C'est clair, on ne va pas exalter les boucheries, ça va de soi. Mais il n'empêche qu'il y a un courage moral quand même. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. Et là, l'État ne se mêle pas, au fond, il ne sollicite pas les individus en disant vous êtes prêts, vous êtes partants pour défendre le pays. Mais il vient, au fond, il entre dans la vie des individus et des familles pour leur dire c'est un peu l'État nounou en quelque sorte, on va vous protéger et apaiser vos souffrances. Bon, très bien, et si il y en a qui résistent à ce projet, vous allez voir ce que vous allez voir. Nous prévoyons des peines carcérales ou des amendes très lourdes, d'où les fameuses pressions contre lesquelles il faut lutter. Donc le rapport État-individu, c'est complètement renversé. L'État ne demande plus à l'individu de se sacrifier pour la nation. Il vient à lui pour lui dire écoutez, on ne demande plus d'être des héros, on reconnaît en vous des victimes et on va faire en sorte que vous cessiez de l'être. C'est un signe de très mauvaise santé collective, de très mauvaise santé collective, pardon. Ça veut dire qu'on est dans des sociétés où la conscience historique, la conscience collective de soi a énormément faibli, et donc on est des sociétés fragiles. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est une certaine forme de biopouvoir dont on parle beaucoup. C'est un biopouvoir souriant, sympathique, et qui va menacer ceux qui ne veulent pas se plier. Voilà. Je pense qu'effectivement, l'exemple que vous citez montre qu'on a changé de monde.
hein. Et on est passé du monde du héros, hein, l'apologie du héros, comme il y avait celle du martyr, par la foi, à celle de la victime. Et la victime, ce n'est qu'un individu. Le héros, c'est pas seulement un individu, c'est quelqu'un qui participe à une histoire collective. Il est toujours en solidarité. Prenons l'exemple du colonel Beltrame. Vous vous rendez compte, enfin, là, il y a encore un exemple qui est absolument surprenant dans la société d'aujourd'hui. C'est celui qui sacrifie sa vie. Mais ce n'est pas une victime, non, c'est un héros. La figure, mais c'est exceptionnellement rare. La figure dominante d'aujourd'hui, c'est la figure de la victime. C'est pas l'individu qui s'inscrit dans une histoire collective ou dans une solidarité avec les autres. C'est un individu autocentré. Est-ce que d'après vous, on n'assiste pas à un interventionnisme de plus en plus accéléré de l'État dans la croyance des citoyens? Quand on voit par exemple qu'au Royaume-Uni, un catholique a été arrêté parce qu'il priait dans la rue. Alors il priait devant un centre où des personnes allaient se faire avorter. Mais est-ce qu'on ne sent pas finalement cette prédation? Est-ce qu'on peut dire une prédation de l'État sur ce que pense l'individu, ce qu'il a dans sa tête et dans son cœur? Oui, je n'avais pas pensé à ce mot, prédation, en tout cas une intrusion. Une intrusion certaine, oui. Je ne connais pas l'exemple, hein, ça m'intéresse ce que vous dites, parce que, au fond, ce qui est reproché, c'est pas tant le fait que cette personne priait, ça c'est certain, c'est pas ça, c'est le fait qu'elle priait devant un centre qui pratiquait l'avortement, c'est ça Et donc, évidemment, la prière devient à ce moment-là un acte coupable. C'est un peu étrange. Et un acte religieux coupable. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a des actes, ça fait partie des contradictions de notre monde occidental, c'est qu'il y aurait des actes religieux répréhensibles et par contre, et en revanche, des actes ou des postures d'identité religieuse qui ne le seraient pas. Et c'est je vais citer l'exemple auquel je pense, c'est quand il y a eu en 2022, je crois, alors tout ça a été supprimé dans Google, hein, c'est certainement, alors là, des lobbies fréristes, hein. Le Conseil de l'Europe nous a sorti que la liberté dans le hijab. Alors, vous voyez, c'est l'inverse. Là, le religieux, le hijab, c'est un vêtement, au fond, un foulard qui est l'expression de la liberté. Donc, la religion, c'est bien porté. 2 mois plus tard, vous avez cette jeune femme iranienne dont on sait ce qu'il en est advenu. Donc, véritaire de ça des Pyrénées, mensonge au-delà, ou l'inverse, je ne sais plus. Ils ont très vite fait, d'ailleurs, de retirer la promotion de ce slogan qui s'avère être le contraire quand on est à Téhéran. Nous vivons dans un monde où il y a... on voit bien, où la notion de valeur ou les références sont complètement malmenées. Tout est relatif, au fond. Tout est ramené à des considérations subjectives sans réflexion solide, quoi. Des instrumentalisations politiques, on pourrait dire. Oui, absolument. Oui, c'est dans l'un et l'autre cas, et des instrumentalisations du religieux par le politique ou inversement. En tout cas, c'est totalement confus, totalement confus. Et donc nos dirigeants ne savent pas du tout elles-mêmes ce qu'ils font et où ils vont, et l'irresponsabilité qui est la leur.